était là. Et alors quand je dis toute l'équipe, c'est quand même impressionnant parce qu'il y avait donc Gérard Depardieu, il y avait Johnny Hallyday avec Laetitia qui ne joue pas dans le film mais qui est avec son mari tout le temps, et il y avait Renaud, et donc toute cette brochette de stars, c'est vrai que c'était impressionnant. Moi je vous dis franchement, il y a une... Elle était là aussi, mais je le connais moins, donc je l'ai à peine reconnu. Il y avait vraiment une sacrée bousculade sur le tapis, parce que sur le tapis rouge, vous voyez, il y a un des photographes, bon il n'est pas filmé là, mais il est carrément tombé, il a été pratiquement écrasé par les autres photographes. Donc vraiment c'était la soirée où le film Haletant de Jean-Paul Rapneau, qui s'appelle Bon Voyage, qui va être aussi un événement. Vous l'avez vu ? Je l'ai vu, oui. Ouais. C'est haletant, c'est vraiment mené tambour battant. Ça se passe à Bordeaux, ça va vous intéresser. Pendant la guerre, c'est la zone libre, donc et c'est vraiment une très bonne comédie. On dit même qu'Isabelle Adjani, qui est à l'affiche de ce film, mais qui n'était pas là évidemment ce soir-là, va peut-être renouer enfin avec un succès populaire. Ça lui manque un petit peu ces dernières années. Là aussi, et là, belle brochette d'acteurs. Alors voilà, Virginie Ledoyen. À droite, vous l'avez à peine aperçu, mais c'est un nouveau qui va exploser parce qu'il a un charme fou. Et alors il y avait la femme de Gérard Depardieu, Elisabeth, et puis surtout la surprise, c'était la présence de Guillaume Depardieu, qui malgré ses ennuis de santé graves avait tenu à être présent ce soir-là. Alors il avait un look vraiment dandy 19e siècle, hein, très, très sympa, et puis il fait la... Le Teatro Nacional, la place centrale, la petite capitale San José se donnent des airs latinos dans une ambiance bon enfant. Au premier regard, on se dit qu'ici, il n'y a rien de bien spectaculaire. Mais on s'attarde, parce que les maisons coloniales ont gardé leur allure et parce que le musée de l'or abrite bien plus que des trésors. Une leçon d'histoire sur les grandeurs passées du Costa Rica. Colliers, bracelets, plats, poinçons, des dizaines de bijoux parfaitement finis brillent sous vos yeux. Les Indiens Chibcha avaient du savoir-faire et les conquistadors espagnols de l'appétit. Dans les rivières, dans les savanes, les Indiens trouvaient de l'or, beaucoup d'or. Et du coup, ils ont dû s'abriter dans des villages fortifiés. Trop de richesses, trop de convoitises. On comprend mieux pourquoi l'Espagne multipliait ses allers-retours avec le Costa Rica. Cerise sur le gâteau, on a même trouvé une pépite record de 2,3 kg. En quittant San José, on emporte un peu de cet éclat et on se met à rêver. Mais aujourd'hui, la véritable richesse du Costa Rica, la voilà, les écoliers. Dans les villes, dans les villages, ils sont partout. Ici, pas d'armée, du coup, le budget de l'éducation nationale est important. Résultat, le taux d'alphabétisme s'élève à 97%. Après, à Punta Arenas, nous avons embarqué sur le ferry pour rejoindre la côte ouest. J'ai bien aimé cette traversée au bout du monde. Pas une seule seconde, les routiers n'ont lâché le micro du karaoké, pour le meilleur et pour le pire. En débarquant dans la région du Guanacaste, changement de décor. Ici, la chaleur devient écrasante, le sol manque d'eau. Il faut dire que le défrichement massif a profondément modifié le climat régional. Plus chaud, plus sec, la région semble isolée, comme oubliée. Et pourtant, c'est ici que beaucoup d'agglomérations se transforment en stations balnéaires. Playa del Coco, Playa Hermosa, Playa Conchal, les noms attirent, le sable est beau et en plus, les oiseaux jouent les animateurs. Sea, Sun and Surf, l'endroit devient tendance. Plage de sable blanc immaculée et presque déserte. Et pour une fois, le coucher de soleil n'annonce pas une fin. Non, plutôt le début d'une nuit magique. Comme elles le font depuis toujours, les tortulutes en provenance des Galapagos et du Sud s'arrêtent ici, à Playa Grande, pour pondre. Il est 1 h du matin et le travail commence. La tortue creuse un trou en se servant de ses nageoires postérieures, comme d'une pelle, pour retirer le sable, sans jamais voir ce qu'elle fait. Et après 2 heures de travail harassant, elle pond une centaine d'œufs. Après quoi, la tortue rebouche son trou en tassant, en comprimant le sable. Puis avec les nageoires, elle recouvre l'ensemble du nid.
Il est maintenant 5 heures du matin. Exténuée, la tortue luth reprend le chemin de la mer. Elle ne verra jamais son nid, ni ses petits. Dans le sable, l'incubation va durer 60 jours et 40 à 60% des œufs seulement vont éclore. Alors les petits vont regagner la mer et les prédateurs se précipiteront sur eux. Résultat, seulement 1 à 2% des nouveau-nés atteindront l'âge adulte et se reproduiront. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. 6 heures, en silence et seule au monde, la tortue plonge dans le Pacifique, le devoir accompli. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps. La nuit a été blanche, mais tellement fabuleuse, et avec les guides au petit matin, nous nous sentons soudain émus, heureux et un peu seuls, le jeu de la nature dans toute sa perfection.